Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. 47 députés du bloc de la majorité parlementaire plaident pour un toilettage de la charte des partis politiques en République du Bénin. En attendant l'ouverture de la session extraordinaire prévue pour jeudi prochain à l'Assemblée nationale, retour dans cette édition sur les grandes lignes de cet avant-projet de loi. 8 dossiers inscrits au rôle de l'audience ce mardi 17 juillet 2018 à la Cour constitutionnelle. Le brouillage et le piratage des ondes de radio Cap FM et Soleil FM étaient à l'ordre du jour. Nous y reviendrons dans un instant. La Cour pénale internationale CPI fête ses 20 ans d'existence ce jour. Il y a 2 décennies, jour pour jour, son traité fondateur, le statut de Rome, a été adopté. La première session extraordinaire de l'année 2018 s'ouvre à l'Assemblée nationale le jeudi 19 juillet 2018. Elle a été sollicitée par 47 des députés issus du bloc de la majorité parlementaire en vue de la relecture de loi numéro 2011-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin. L'ouverture de la session extraordinaire pour ce lundi 16 juillet, souhaitée par les initiateurs, n'a pas été retenue. Le premier vice-président de l'institution parlementaire, Éric Rondeté, a dirigé la réunion en l'absence du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rombedji, en mission au Canada dans le cadre de la 44e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Cette loi qui défraie la chronique depuis peu avec en vogue la réforme du système partisan a été au cœur des échanges pendant plusieurs séminaires et ateliers. Quelques députés du bloc de la majorité parlementaire ont expliqué en 9 points les innovations majeures de ce texte. Suivons Adam Bagoudou, député à l'Assemblée nationale, pour plus de précision. Nous avons sérié ça en 9 points. Le premier point, c'est la proposition de loi suggère la création d'une agence nationale d'enregistrement et de suivi des partis politiques. Cette agence, telle que ça c'est indiqué, sa mission c'est l'enregistrement, le suivi, mais surtout la gestion du financement public des partis politiques. La question sur laquelle le débat se poursuit, c'est bien l'ancrage institutionnel de la gestion de ce financement public. Le second point que la proposition veut résoudre, c'est le nombre de membres fondateurs d'un parti politique. Aujourd'hui, avec la loi 2001, il est dit qu'il faut 10 personnes par département pour créer un parti politique. La proposition qui est en cours suggère que nous puissions aller entre 50 et 100 par commune. Ça fait partie des innovations proposées. Troisième innovation, c'est l'allocation d'au moins 0,5% des ressources intérieures au financement public. La question donc du financement public des partis politiques a retenu l'attention et la proposition a proposé un taux de 0,5%. Ensuite, les conditions de bénéfice de ce fonds par les partis politiques. Comment un parti politique, quels sont les critères pour avoir le bénéfice de ce fonds? Eh bien, la proposition donc a dit que seul le parti ayant atteint un seuil de suffrage à déterminer, lors des législatives, ça peut être 15%, 10%. Le débat va se poursuivre à ce niveau parce qu'il faut faire l'arbitrage. Dans tous les cas, il y a, pour bénéficier donc de ce fonds, il y a un seuil de performance donc à atteindre lors des élections législatives. D'autres variantes ont été donc proposées, ou bien avoir au moins 1/5 du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Tout ça donc, c'est des options. Mais dans tous les cas, ce qui est constant, c'est que la proposition veut bien que
un parti politique qui doit bénéficier d'un financement public, soit arrive à atteindre un seuil ou obtient au moins le 5e. Certainement que les débats qui vont se poursuivre à l'Assemblée nationale vont finir donc par arrêter définitivement. Donc il est bon que les participants puissent avoir déjà ça en tête. L'autre point, c'est la part du financement public réservé. Il y a le volet parlementaire qui est dans le financement public et le volet appui aux activités politiques des partis. Je veux simplement, à ce niveau, donc, attirer l'attention sur le fait que la proposition fait l'état de ce que les partis politiques qui ont des députés à l'Assemblée nationale, ces députés, les activités donc des parlementaires à distinguer avec l'activité du parti politique. Donc, une clé de répartition est suggérée à ce niveau. Ensuite, c'est les règles de gestion et procédures de contrôle des finances publiques des partis. Vous convenez avec moi que lorsque on décide donc d'allouer un fonds d'appui aux partis politiques, le mécanisme donc de contrôle et de suivi doit être rigoureusement tenu de façon que, en cas donc de dérapage, que nous puissions, et bien que la loi puisse donc être appliquée. Donc, les règles de gestion et de procédure sont assez fermes là-dessus aussi. Donc, les dispositions vont de la désignation d'un mandataire financier, de la tenue donc régulière de la comptabilité des partis et de l'obligation de dépôt des comptes à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Il y a par ailleurs aussi la question de la régulation des écoles des partis politiques. La loi a fait état de ça. Et enfin, la transhumance politique. À ce niveau, la proposition de loi estime qu'il faut consolider, il faut, disons, sanctionner donc la transhumance sans pénaliser, sans remettre en cause le principe des libertés politiques et des libertés d'association. Il a dit dans la proposition qu'un élu qui démissionne de son parti politique perd les avantages liés aux fonctions au niveau donc des instances, soit au niveau du Parlement ou au niveau des conseils communaux ou des conseils de village. Donc, si un député était membre des instances donc du Parlement, par exemple, et qui démissionne de son parti politique, eh bien, les avantages liés à ses fonctions au niveau du Parlement, ce sont ces avantages qui sont perdus. Les assistants et les directeurs des études des établissements privés d'enseignement supérieur ont suivi un atelier de formation initié par la Direction générale de l'enseignement supérieur le vendredi dernier. Cet atelier a pour objectif principal de rappeler aux 10 établissements privés le rôle prépondérant des cahiers de tests dans le suivi pédagogique. Le compte rendu avec Abdelkader Achirou. C'est un atelier d'information, de formation et de sensibilisation des acteurs de la chaîne pédagogique au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur pour une bonne tenue des cahiers de tests et de présence. Sous l'éclairant leadership de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, la Direction générale de l'enseignement supérieur et la Direction des établissements privés d'enseignement supérieur, après des missions de suivi pédagogique, ont procédé à une restitution des résultats. Cette démarche s'inscrit dans la dynamique d'assurer la mise en place et la gestion optimale des cahiers de tests dans les EPS en mettant en exergue les caractéristiques majeures de la tenue des 10 cahiers. Les constats réalisés à l'issue de plusieurs missions d'inspection relatent le fait que certains EPS ne disposent ni de cahiers de tests, ni de cahiers de présence par endroit et ailleurs, des cahiers de tests n'ont pas été conçus par matière, par filière et par année ou encore ne sont pas tenus avec les soins y afférents. La rédaction de cahiers de tests doit faire apparaître les contenus, les objectifs et les compétences mises en œuvre, la programmation et la progression, le travail effectué en classe, celui donné à faire en dehors de la classe. J'ai parlé tout à l'heure des exposés, les travaux de groupe, les examens, les partiels, les devoirs, les différentes tâches et évaluations, leur fréquence, les dates de distribution, les dates de remise, les dates de restitution, les dates de correction. Vous serez complet quand toutes ces informations existeront dans les cahiers de tests.
Le cahier de test renseigne sur les étapes du cours. Les corps d'inspection demandent une utilisation pertinente et régulière de cet outil à visée pédagogique. Selon le professeur Dodi Amouzouvi, lors de sa présentation liminaire, il s'agit tout simplement d'accompagner les épaisses vers un meilleur assainissement de leur secteur en valorisant les efforts fournis par ces derniers pour un changement de la perception sociale afin d'arriver à l'homologation des établissements privés d'enseignement supérieur sans occulter l'agrément. On doit avoir leurs identités. Première page, dans la toute première page. Donc, on a besoin d'au moins 4 personnes. Le responsable de classe, l'enseignant, le responsable académique ou pédagogique, ou le directeur des études, ou celui à qui il a délégué cette tâche, et le financier. Indiquer, chaque fois qu'il y a assistant, ses contacts aussi, s'il vous plaît. Le travail, c'est le travail. Et si vous avez des responsables au niveau des études, du département études de vos établissements, qu'ils le fassent. J'insiste là-dessus. Tellement que j'insiste que nous rentrons dans une phase nouvelle qui nous amène vers l'agrément. Et c'est sur ces aspects que ça pourrait aussi se jouer. S'il vous plaît. Non pas qu'après le permis, tout soit permis, non. Mais c'est qu'avant le permis, vous avez les bons réflexes et vous n'allez plus reculer, vous n'allez plus régresser. Conscient de la pertinence des réformes engagées dans leur secteur pour un nouveau départ et plus de crédibilité, la grande majorité des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin a répondu présent à cet appel à travers les directeurs des études, les assistants et même des fondés qui ont effectué le déplacement. C'était des moments d'échange à bâton rompu, en toute convivialité, mais aussi et surtout riches d'enseignements et de recommandations afin de dynamiser davantage le secteur des établissements privés d'enseignement supérieur. Les audiences publiques ont repris ce jour à la Cour constitutionnelle au Bénin. Au total, 8 recours ont été introduits à cette audience. Après lecture, les membres de la Cour ont procédé à la lecture des rapports découlant de l'examen. Au nombre de ces recours, nous avons celui relatif à la brouille des fréquences de la radio Soleil FM. En réponse à la mesure d'instruction de la Cour, le président de la HAC, M. Adam Bonitassi, déclare que la persistance de la perturbation des émissions de la radio Soleil FM ne signifie pas que la HAC ne fait rien et n'a posé aucun acte pour y revenir. Car s'il est vrai que la HAC est l'organe régulateur du fonctionnement des médias, cette régulation obéit à des procédures auxquelles elle ne peut déroger. Le président de la HAC, M. Abondassi, ne manque pas de souligner que plusieurs actions et démarches ont été menées dans le sens de résoudre le phénomène de perturbation des émissions des organes de presse audiovisuelle en général et en particulier le cas de la radio Soleil FM. Il demande en conséquence à la Cour de constater que la situation dont il s'agit n'est pas inédite, mais qu'elle est plutôt consécutive aux avaries consubstantielles aux émissions de radiodiffusion sonore. Il en conclut que le président et les autres membres de la HAC ne sont pas restés inactifs et n'ont pas non plus méconnu la disposition de l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 35 et 142 de la Constitution. Discussion. Vu les articles 24, 35 et 142 de la Constitution, 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 1, 5, 6 et 58 de la loi organique numéro 412-021 du 28 août 1992 relative à la HAC et 38 du règlement intérieur de la HAC, il ressortit de la lecture combinée et croisée de cette disposition que si la HAC est constitutionnellement habilitée pour les régulations des médias, encore faut-il qu'elle le fasse conformément aux dispositions constitutionnelles. Lorsqu'elle est saisie, cette instance
de régulation est soumise à des procédures qui sont d'ordre public et auxquelles elle ne peut déroger par telle consultation particulière. En l'espèce, il n'est pas apparu que la Hague ait violé les textes ci-dessus visés. Dès lors, il y a lieu pour la Cour de dire et juger que le président et le membres de la Hague n'ont pas répondu à la Constitution. Nous vous reviendrons avec plus de précision dans nos prochaines éditions sur les délibérations. Aujourd'hui, 17 juillet 2018, est une date importante pour la Cour pénale internationale CPI. Cela fait 20 ans que son traité fondateur, le statut de Rome, a été adopté. Un anniversaire qui intervient alors que la Cour est de plus en plus critiquée et son image assez abîmée. Nous vous proposons un bref bilan des actions menées par cette Cour durant ses 20 ans d'existence. La Cour pénale internationale, CPI, est le premier tribunal international permanent chargé de traduire en justice les individus responsables de crimes internationaux graves, y compris les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide, lorsque les tribunaux nationaux ne peuvent s'en charger ou n'en ont pas la volonté. Elle fête aujourd'hui ses 20 ans. Il y a 2 décennies jour pour jour, son traité fondateur, le statut de Rome, a été adopté. Elle a son siège à La Haye, aux Pays-Bas, et a à sa tête la juge Fatima Bensouda, qui a succédé à l'Argentin Luis Moreno Ocampo en mai 2012. Depuis le 4 mars 2016, 124 États sur les 193 États membres de l'ONU ont ratifié le statut de Rome et acceptent l'autorité de la CPI, dont tous les États de l'Union européenne. 20 ans après, la CPI a instruit 26 affaires, la plupart encore en phase de procès, a délivré 32 mandats d'arrêt, dont 15 ont été exécutés et fait 6 prisonniers, tous en détention. Depuis sa création, la Cour a ouvert des enquêtes dans 9 pays, dont 8 en Afrique. En République démocratique du Congo, RDC, malgré 10 années d'investigation, seuls des chefs de milice ont été poursuivis et la Cour a cantonné les conflits de l'Est congolais à leur seule dimension ethnique, épargnant facto les puissances régionales impliquées, le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. Parmi les plus hauts responsables congolais, seul Jean-Pierre Bemba a été poursuivi. De fait, la Cour a placé hors jeu le principal opposant au présidentiel, Joseph Kabila, mais sans toutefois l'inquiéter car le procès Bemba ne révélera rien des implications régionales. Il ne traite pas du Congo, mais de la Centrafrique. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a tiré le ticket perdant au terme d'une élection contestée, soldée dans la violence. Le chef d'État ivoirien s'opposait à la sortie de crise décidée par la communauté internationale, dont au premier chef la France. Au Kenya, ce sont les vainqueurs de la dernière présidentielle, Uhuru Kenyatta et William Ruto, qui ont été ciblés par la Cour alors que débutait leur campagne électorale. Enfin, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a saisi la Cour sur les crimes commis au Darfour et en Libye. Mais le Soudanais Omar El-Béchir n'a jamais été arrêté alors que 2 mandats d'arrêt ont été émis contre lui. Et si en Libye, les 5 grands espéraient susciter des redditions au sein du régime libyen, à la chute de Kadhafi, la Cour devenait inutile, voire gênante. Et pas un seul Libyen n'a comparu devant ses juges. Pour l'avocat spécialiste de la justice internationale et ancien premier ministre centrafricain, Nicolas Tiangai, même si c'est encore un peu tôt pour juger, le bilan est plus que mitigé. Les procédures de la Cour sont extrêmement lentes. Il a fallu attendre 14 ans après l'adoption du statut de Rome pour voir le premier accusé de la CPI condamné. Il s'agit de Thomas Lubanga, chef de milice en Ituri, qui avait écopé de 14 ans de prison en 2012 pour avoir enrôlé des enfants comme soldats. Et dans le cas de Jean Bemba, il a fallu 10 ans de procédure pour aboutir à un acquittement. Aussi,
Dans un premier temps, la CPI s'est concentrée sur des enquêtes sur le continent africain. À l'époque, ce sont les États eux-mêmes qui font appel à elle. Kinshasa, Bangui, Abidjan ou Bamako ont fait ce choix. L'Afrique avait, il faut le dire, adhéré en masse au statut de Rome. 34 États contre 28 pour les Caraïbes et l'Amérique latine ou même 25 pour l'Europe. Mais quand la Cour s'est attaquée à des chefs d'État assis comme Omar el-Béchir au Soudan, Uhuru Kenyatta au Kenya, avec son vice-président William Ruto, l'Union africaine a commencé à manifester de plus en plus d'hostilité envers la Cour. Une justice de blanc pour les Noirs, disaient ses détracteurs. Heureusement, la CPI n'a pas que des détracteurs, elle a aussi des partisans. Les deux principales organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International et Human Rights Watch, lancent un appel à soutenir la Cour et son action. Human Rights Watch pointe du doigt plusieurs pays dont la France qui minent le travail de la Cour en lui imposant des restrictions budgétaires. Pour Karine Bono, de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui a suivi toute l'évolution de la CPI, cette cour est imparfaite, mais elle est perfectible et doit continuer à exister, même si l'ordre du monde a mis un frein à l'élan de la justice internationale. Comme à l'occasion des funérailles de Nelson Mandela le 10 décembre 2013, l'ancien président américain Barack Obama a prononcé ce jour un discours d'hommage à Madiba à la veille des 100 ans de naissance du militant anti-apartheid. Sollicité par les fondations Nelson Mandela et Obama sous l'égide de l'UNICEF et des Nations Unies, il rend à nouveau hommage à Tata Madiba. Plusieurs autres personnalités de ce monde, telles que Bill Gates et des acteurs du monde culturel, notamment des icônes du cinéma, ont pris part à cet événement. Il suffit de consacrer 67 minutes à une œuvre sociale gratuite au profit de la communauté pour prendre une part active à cette célébration le jour du centenaire de naissance de Nelson Mandela. Des précisions sur cet événement prévu pour demain 18 juillet avec l'ambassadrice de l'Afrique du Sud près le Bénin. L'objectif de la Journée internationale de Nelson Mandela vise à consacrer 67 minutes de son temps au profit du service public. C'est-à-dire donner 67 minutes de ton temps à soi pour aider quelqu'un. So people everywhere in the world are invited Tout le monde to be part of this program. Wherever they are, to give something, no matter how small, no matter how big. Ça peut être petit, ça peut être grand. Donner 67 minutes de son temps, donner 67 minutes de quelque chose, de son service. And hopefully that young people who are the next generation should also take a leaf and learn something from the legacy of Nelson Mandela. Et aussi, c'est une façon pour les jeunes de saisir, de s'inspirer de la vie de Nelson Mandela, de voir comment il a mené sa vie, s'inspirer de ça pour améliorer son cas de vie. That spirit of sacrifice without expecting anything back. Sacrifice sans rien, sans attendre un retour. C'est ça la vision, l'objectif de Mandela Day. The spirit of giving. L'esprit de donner. The spirit of forging unity. L'esprit de forger comment dire ça? La solidarité. And where there is conflict, be peacemakers. Là où il y a des conflits, il faut apporter la paix. So there are a number of ways which we can use to contribute to this great cause, but also it doesn't mean that it must stop on the 67 days only. It must continue as a part of our lives and as a way of life. On peut donner les 67 minutes de plusieurs façons. Ça peut être son service, ça peut être donner quelque chose, ça peut être aider quelqu'un, ça peut être inspirer quelqu'un. Et ces 67 minutes seulement ne doivent pas être seulement pour le Mandela Day seulement. On doit aller au-delà des 67 minutes, au-delà de Mandela Day. On peut faire ça tous les jours de notre vie, tout au long de l'année. Sacrifier son temps à aider son prochain, sacrifier son temps à inspirer quelqu'un, sacrifier son temps à apporter de l'aide à quelqu'un ou bien à donner de son service à quelqu'un.
Plus de 10 ans après sa dernière sortie discographique, le groupe All Bass revient sur la scène musicale, cette fois avec un single consécutif aux singles respectifs de Sweet Glory et Cool Daddy. C'était le dimanche 15 juillet 2018 au bar La Base de Cotonou avec une active participation des mélomanes et des acteurs du monde culturel. Affirmation est un titre qui rend hommage à Dieu. Affirmation est le titre du nouveau single que le groupe All Bass a mis sur le marché le 15 juillet 2018 au bar La Base de Cotonou. Cette cérémonie riche en sons et en couleurs a mobilisé le monde musical béninois. Plusieurs artistes ont rehaussé ces moments de retrouvailles par leurs prestations. Réduit à 3 depuis quelques années, le groupe de Aquaqua de Domé reste uni dans l'aventure musicale. On avait annoncé le retour de All Bass sur scène, c'est ce qui s'est passé effectivement ce soir. Vous l'avez, comme vous le savez, depuis plusieurs années, depuis le décès de notre quatrième père à son nom, on n'est pas revenu sur scène, donc on n'avait pas d'actualité musicale. Donc, lui, la carrière solo peut suivre. Essayait que moi aussi, essayais, les gens pensaient qu'il y avait un souci. Alors qu'on veut essayer, on veut qu'il y ait un peu sur eux. Alors c'est la preuve, je veux raconter cette chose-là, pour me demander de moi, pour dire que là, c'est pas très bien. Nous sommes de retour sur la scène musicale béninoise, sur la scène musicale béninoise. Le trio All Bass reprend ainsi du service pour le bonheur des mélomanes béninois. Dimanche 15 juillet 2018, le rideau est tombé sur la Coupe du Monde 2018 en Russie. Cette 21e édition a été exceptionnelle sur plusieurs points. Le mondial russe a battu le record du nombre de buts inscrits à la fin du temps réglementaire, 23 réalisations au total de pénaltys sifflés et de buts contre son camp. L'élimination prématurée de certains favoris et le recours à l'arbitrage vidéo ont également donné de piment à la compétition. Quelques journalistes sportifs béninois évoquent les faits qui les ont marqués durant les 4 semaines de la plus grande fête du football mondial. Des équipes m'ont marqué, des équipes ont été pour moi des équipes, disons, révélatrices dans cette compétition. Et je m'en voudrais franchement de ne pas mentionner cette équipe de la Corée du Sud, eh bien, qui a eu quand même à battre l'Allemagne, si ma mémoire est bonne. C'est une équipe qui s'est montrée vaillante, c'est une équipe qui a joué avec le cœur. Vous savez, en matière de football, on peut être fatigué physiquement, on peut être fatigué musculairement, mais le cœur n'est jamais fatigué. Et quand vous revoyez un peu les matchs de cette équipe de la Corée du Sud, c'est des joueurs qui jouent avec le cœur. Et ça, c'est une leçon pour non seulement le football africain, mais également le football de tous les continents. Parce que parfois, certaines rencontres se jouent non pas avec la tête, non pas avec les jambes, mais plutôt avec le cœur. Autre peut-être fait marquant dans cette Coupe du Monde,
ça a été inéluctablement l'élimination quasi totale des pays africains dès le premier tour. C'est une désillusion, c'est une grosse déception, c'est également quelque chose qui nous renvoie à nos chers cahiers. C'est une élimination qui doit nous faire réfléchir. Est-ce que le football africain est vendable? Est-ce que le football africain est compétitif? Est-ce que l'organisation, justement, qu'on imprime à notre football dans nos différents pays, est-ce que cette organisation est porteuse de fruits? C'est autant d'interrogations sur lesquelles nous devons bien sûr statuer avant sans nul doute Qatar 2022. Et j'allais finir avec une image également qui m'est restée bien sûr en tête. C'est l'image un peu des erreurs, j'allais dire des bévues monumentales de nos gardiens de but. On en a vu, ça peut faire rire, mais je dirais que ça m'a un peu marqué. Parce qu'on en a vu des premiers matchs jusqu'à la dernière rencontre. Autrement dit, des premiers matchs de poule jusqu'à la finale. C'est dire que nul n'est à l'abri des erreurs. Et les gardiens de but nous ont gratifié de certaines erreurs. C'est vrai, ça peut faire pouffer de rire parfois, mais c'est des faits de match. C'est dire que le football est total. Le football, c'est un peu de tout. Vous avez le sérieux, vous avez parfois la compétence, vous avez la technicité, vous avez aussi parfois les erreurs qui ne pardonnent pas. Mais personnellement, il faut dire que tout au long de cette Coupe du Monde, je vais aller d'abord sur le plan national. L'enthousiasme qu'on a eu dans la couverture de la compétition au niveau des médias béninois, création de plusieurs groupes pour soutenir la compétition, beaucoup de commentaires, mais sur le plan international et la compétition proprement dite, j'ai été un peu marqué par cette question de vidéo où réellement on se pose des questions. Est-ce un mythe ou une réalité? Puisque après l'élimination des équipes africaines, on a senti avant la finale la non-intervention de la grande majorité des arbitres qui devaient aller constater un certain nombre de choses au niveau de la vidéo. Mais la compétition s'est jouée pratiquement sans la vidéo et qu'on a retrouvé seulement en finale sur le pénalty accordé à la France. Bon, disons que il a eu des occasions nettes où on n'a pas compris les décisions de la vidéo, où parfois les arbitres donnaient raison aux équipes africaines, mais la vidéo disait autre chose. Mais au-delà de ça, je pense que c'était une expérience. Il revient à la FIFA de tirer les leçons et à l'Afrique de reconnaître qu'on a eu une belle prestation, mais des problèmes de finition. J'ai été également négativement marqué par ces équipes qui sont venues avec plein de stars, mais qui n'ont pas réussi à faire grand-chose. Le Brésil avec Neymar, Coutinho, Firmino, Jésus. Quand vous prenez l'Argentine, c'est Lionel Messi, Tagliafico, Nicolas Otamendi, Kun Agüero. C'est vrai que les coachs n'ont souvent pas trouvé le juste milieu. L'élimination de l'Allemagne un peu très tôt dans la compétition. Le Portugal avec Cristiano Ronaldo qui fait une bonne prestation en Europe. Voilà, des surprises. Il y en a eu, pas des moindres, des éliminations décevantes, des prestations de qualité, comme c'est le cas Kylian Mbappé, N'Golo Kanté qui est timide dans son comportement naturel, mais sur le terrain qui s'exprime très bien. Je pense qu'on a eu de très belles choses dans ce mondial. Les arbitres aussi ont été quelque peu à la hauteur des prestations. La VAR qui est venue les aider, je pense qu'on a vu de très belles choses. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à ESAE Télévision. À bientôt.